ta génération, on vous la fait plus. Je vois très bien que le monde du travail, c'est un monde pourri, le monde politique, c'est un monde pourri, le monde social, c'est un monde pourri. On vous vend plus ce monde-là. C'est bon, vous savez qu'il va falloir vous adapter, que ça va être difficile, et que là. Mais résultat, les parents, ils comprennent pas. François-Marie Porte, je sais toujours pas si je te tutoie, si je te vous vois. Tu choisis, vraiment, tu choisis. Je pense qu'on va aller entre les deux. On peut alterner, ouais, voilà, c'est ça. Tu peux m'appeler Yel, comme tu choisis. C'est vraiment, on s'adapte, ouais, vraiment. Tu fais ce que tu veux. Et bah écoute, je te laisse te présenter. J'ai vu en plus que tu demandais, t'es vraiment pas cool, hein, parce que à tes invités, tu leur dis qui t'es, un truc comme ça. C'est la première question et pourtant pas la plus facile. Hein. Mais non, mais attends, tu te rends pas compte. C'est-à-dire, en plus moi, donc, je suis prof de philo. Ouais. Les Grecs, ils se disaient toujours connais-toi toi-même. C'est vrai. La panique. C'est-à-dire, qui t'es, résume-toi en 2 minutes. Il faudra une vie pour savoir qui je suis. Ouais, bon, exactement. je vais quand même jouer le jeu. Hein, voilà. Je m'appelle François-Marie Porte. Je suis docteur en philosophie. Et ça, c'est pas très important. Parce qu'en fait, c'est juste un diplôme. Mais par contre, je suis philosophe. Je préfère me dire directement philosophe. C'est-à-dire que j'aime la sagesse. Et j'essaye de faire en sorte que ma vie s'adapte à ça. D'adapter ma vie à la sagesse. Et alors parfois ça merde, parfois ça ne fonctionne pas du tout. Mais voilà. Et donc c'est le but de ma vie. J'espère qu'à la fin de ma vie, on pourra dire bon, ok, il a essayé de jouer le jeu et c'est pas mal. À partir de quel moment on peut se proclamer philosophe ? Je me proclame philosophe. En fait, tout dépend de la conception que tu as. Par humilité, la plupart des gens ne disent pas qu'ils sont philosophes. Voilà, c'est un titre que d'autres personnes pourraient donner. Bon, il faut savoir que philosophe a été inventé, le terme a été inventé pour ne pas dire sage. Pourquoi ? Tu vois, Pythagore, en gros, qui a inventé le terme de philosophe, il disait non, mais moi je peux pas dire que je suis sage. C'est vraiment trop le gars qui se la pète et compagnie. Par contre, je peux vous dire que j'aime la sagesse. Et j'essaye de vivre comme un sage. Et donc, c'est déjà un terme qui a pour vocation de ne pas se la péter. De dire, on n'est pas des sages, mais on essaye d'aimer la sagesse. Et donc, pour moi, c'est ridicule qu'on dise, non, il ne faut pas le dire, il ne faut pas se dire... Voilà, moi je dis, voilà, je suis philosophe, c'est-à-dire que j'essaie de conformer ma vie à la sagesse. Mais c'est une décision, hein. C'est-à-dire, n'importe qui peut très bien dire, je suis philosophe. Par contre, à partir du moment où tu le dis, tu acceptes que les autres te jugent comme un philosophe. Et donc, tu acceptes d'essayer de dire pas trop de bêtises, d'essayer de pas trop faire trop de bêtises, et puis d'être de plus en plus sage. Et quelle est la définition de sagesse ? Non, mais c'est des questions ultra scolaires là, que tu me fais. Non, du tout. Ah, c'est parce que justement, tu me taxes énormément tout sur la sagesse. Ouais, et donc, t'as raison, que veut dire la sagesse ? T'as raison. C'est quoi être sage ? Être sage. J'aime beaucoup l'étymologie de sagesse. Ça vient du latin sapere, qui veut dire goûter. Goûter. Et en fait, le sage, c'est celui qui goûte le réel tel qu'il est. J'ai vu, il y a la baie du miracle. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est un truc que tu manges, enfin tu croques dans ta bouche, etc. Et en fait, tout ce qui est acide t'apparaît sucré. Et donc, résultat, tu peux croquer dans un citron, tu as l'impression que c'est de l'orange, c'est hyper bon, etc. Et c'est pour te dire qu'en gros, tu peux foirer ton expérience du goût. Quelqu'un qui n'est pas sage, en fait, il goûte plus le réel tel qu'il est. Soit il projette sur le réel des choses qu'il aimerait bien, soit il refuse dans le réel des choses qu'il n'aime pas. Le sage, c'est celui qui va justement prendre le réel tel qu'il est et le goûter tel qu'il est. Et qui va s'adapter à ce réel-là. J'aime bien prendre comme comparaison l'expérience du réel. Pour le sage, parfois c'est l'expérience de la baie vitrée. Tu vois, tu te manges une baie vitrée, c'est-à-dire que tu te la manges bien et tu es obligé de te dire ah, elle existait en fait cette baie vitrée. J'avais beau ne pas la voir, en fait elle existe. Et en fait, la sagesse, c'est vraiment en permanence essayer de saisir les choses telles qu'elles sont. Et après, il y a toute une tradition de philosophie à laquelle j'adhère, qui est plutôt grecque, qui dit que le sage, c'est celui qui est capable de goûter le réel en remontant aux causes les plus hautes. C'est-à-dire que en contemplant le réel, en fait, on est capable de voir ce qui cause ce réel et de s'en émerveiller, quoi. Voilà, je ne sais pas si je te définis réellement toute la sagesse, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et du coup, la sagesse, ça serait suivre une certaine morale ? Alors à terme, je pense que ouais, un sage,
en fait, ils se comportent plus de la même manière. Comment te dire à partir du moment où moi je comprends que un être humain c'est un animal raisonnable, et donc il aspire au vrai, il aspire au bien, etc. Et que tous on aspire à ça. Bon bah je peux pas me comporter avec des êtres humains comme s'ils n'étaient pas des animaux raisonnables. Les animaux raisonnables que sont les hommes, ils ont une dignité, ils ont une profondeur, une épaisseur, et tu peux pas te comporter mal avec eux. Ou en tout cas, si ça t'arrive, il faut que ça soit un peu par accident. Tu essaies de te corriger. Et pareil, à partir du moment où tu saisis le réel tel qu'il est, il y a beaucoup d'illusions, comment dire, il y a beaucoup ouais, d'images que tu as projetées sur le réel qui virent, quoi. La mondanité, les codes, les trucs. Je me rappelle une expérience que j'avais eue en salle des profs. J'avais eu mal au dos pendant 1 an et demi. Je croyais que je devenais fou. Et j'arrivais plus c'est tout bête, hein, mais j'arrivais plus à mettre de pantalon parce que j'arrivais plus à me plier. Donc j'étais obligé de mettre des joggings. Ok. Sauf que j'arrivais en jogging en salle des profs en université. Et en fait, je me faisais regarder par les gens en mode mais t'es qui toi? Et je me rappelle une fois un prof qui me voit arriver. Et donc lui, veste en tweed, tout ce que tu veux, etc. Enfin bref, l'archétype du prof de philo. Et il me regarde, il était prof de droit, pardon. Et il me regarde et puis il me dit, vous cherchez quelque chose? Et j'ai dit oui, bah la photocopieuse pour faire mes photocopies pour les cours. Il dit, ah vous êtes prof, ah pardon, excusez-moi, d'accord. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, bah en fait, c'est dommage. C'est dommage de s'être arrêté à ça. Et ça prouve qu'en fait, là, il y a pas assez de sagesse là-dedans. Après, j'imagine que justement, quand on est philosophe, on se pose énormément de questions sur tout. Donc en fait, on a cette capacité de jugement et de se poser, vraiment de se remettre en question. Ouais. Et pas que soit le monde qui nous entoure. Sauf que ça doit être quand même dur parce qu'on ne peut pas mettre de côté justement les codes sociaux en fait. Parce qu'il faut qu'on appartienne à la tribu, entre guillemets. Et si on est trop différent, on va pas réussir à employer nos moyens pour nos fins si on ne fait pas partie de la tribu. C'est très bien vu, ouais. En fait, si. Pour répondre de manière cash, si, au bout d'un moment, quand tu es philosophe, t'en as plus rien à péter. Okay. Très objectivement, t'en as plus rien à péter. Par contre, il y a des impératifs. Des impératifs très simples. Il faut se nourrir, il faut je vais dire, ne pas être une honte permanente pour tes enfants et pour ton partenaire. Donc, tu vas essayer par amitié, par amour, hein, vraiment, c'est vraiment ça, de ne pas trop faire de vagues. Mais objectivement, t'en as rien à péter. Et en fait, alors, parfois, tu deviens un peu schizophrène, tu vois, mais quand tu vois que tout le groupe est d'accord sur un truc et toi, tu te dis, mais pas du tout, pas du tout. Et que, en fait, tu vois quelqu'un que t'aimes vraiment et qui dit, mais si, c'est très important. Bon, bah, par charité pour lui, tu vas dire, très bien, allez, je considère que c'est important pour toi, très bien, on va y aller, et voilà. Mais au bout d'un moment, tu dis, non, c'est pas important et c'est pas grave. Et est-ce que ça ferait pas partie aussi de l'acquisition, bah déjà de se détacher du regard des autres, mais aussi d'acquérir une certaine maturité? Est-ce que maturité, ce serait aussi un synonyme de sagesse ou pas? Bah ouais, carrément. Ouais, ok. En fait, adulte, adultimum, c'est qui se dirige vers sa propre fin. Donc, qui est libre. Hein, vraiment, un adulte, c'est quelqu'un qui est libre. Donc, quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est normalement profondément libre. Normalement, on s'attend à ce que nos grands-parents soient plus sages que nous. Parfois, ça n'arrive pas. Hein, c'est-à-dire que parfois, on se dit, bon, là, il y a un rendez-vous manqué au niveau de la vie qui ne s'est pas fait. Mais normalement, quand on a vécu, on a de l'expérience, on a de la maturité, et donc, des choses qui nous semblaient importantes quand on était plus jeune le sont beaucoup moins. Mais déjà dès maintenant, en fait, tu vois bien, il y a des trucs qui dans la cour de primaire étaient essentiels, aujourd'hui tu t'en fous complètement. Et donc c'est un détachement qui se fait progressivement et qui jauge le réel à l'aune de ce qui est vraiment essentiel. Mais est-ce qu'il faut vraiment être adulte pour aller vers sa propre fin? Parce qu'à partir de notre naissance, on va déjà vers notre propre fin, non? Alors bon, je vais être plus tragique que toi, c'est-à-dire que je pense que dès notre naissance, on va vers notre mort. Oui. Donc on va vers notre fin, notre terme, c'est-à-dire on va tous mourir, hein, ça c'est le principe. Par contre, non, on peut très longtemps différer le rendez-vous avec notre finalité, notre objectif, notre bonheur. On peut très longtemps, en fait, laisser les événements décider pour nous, laisser
les autres décider pour nous, laisser la politique, la société, la religion décider pour nous, etc. Alors que vraiment, l'entreprise philosophique, c'est de reprendre en main sa propre vie et décider librement d'en être la cause. Tu vois, je me questionne parce que je le vois de plus en plus dans les conversations avec les jeunes de mon âge, qu'ils ont vraiment cette sensation d'être les parents de leurs parents, où en fait ils auraient plus de maturité sur certaines choses évidemment que leurs parents. Et je me demande pourquoi. Est-ce que c'est propre à notre génération parce qu'on acquiert de plus en plus justement toute cette introspection, tout le mouvement aussi psychologique, on va voir des psys, on se connaît mieux, on sait aussi comment mieux parler, donc l'impact de nos mots, de nos comportements, de nos réactions, de comment traiter une personne. J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Alors, je pense que tu as raison, hein. Je pense qu'il y a beaucoup des facteurs que tu as dit. Moi, j'en rajouterai un. Je ne pense pas comprendre complètement tout le phénomène, hein, donc, mais ça peut donner des clés de lecture. Ta génération, vous êtes désabusés. C'est-à-dire que on vous la fait plus. Moi, ma génération, on nous la faisait encore. Tu vois, on nous a dit le travail, c'est super, un CDI, ce sera génial, économiquement, tout va bien. C'est un peu dur, mais tout va bien, tu vas pouvoir acheter ta maison, tu vas pouvoir faire ce genre de trucs, etc. Vous, c'est bon, c'est terminé. C'est-à-dire que vous avez compris que, non, en fait, on nous a vendu ça comme l'idéal. Après 4 burn-out, de mes parents, je vois très bien que le monde du travail, c'est un monde pourri, le monde politique, c'est un monde pourri, le monde social, c'est un monde pourri. Donc maintenant, je vais devoir œuvrer. Et donc, il y a une espèce de décalage de génération, avec la mienne entre les deux, tu vois, où nous, on est encore, je parle pour moi, pardon pour toutes les personnes des années 90, hein, mais on est un petit peu de cet ordre-là, mais nous, on est encore, on est entre l'enfance et l'adulte en permanence. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver notre place parce qu'on nous a vendu un monde qui n'existe plus. Alors que toi, on vous vend plus ce monde-là. C'est-à-dire que c'est bon, vous savez qu'il va falloir vous adapter, que ça va être difficile, et que là. Mais résultat, les parents, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que pour les parents, c'est très difficile de comprendre ça. Parce qu'eux, ils ont connu, dans leur enfance, souvent, un régime de prospérité assez grand. Il n'y avait pas trop de problèmes. Alors, il y avait des guerres, il y avait des choses comme ça, mais c'était un peu lointain. On était sur l'après-Seconde Guerre mondiale, alors pour les plus vieux, hein, mais même, c'est resté longtemps, hein, comme espèce d'ombre. Et aujourd'hui, en fait, ça vous parle plus tellement, en fait, ce genre de choses. Et tu vois, quand t'en parles comme ça, j'ai l'impression que c'est extraordinaire, que c'est la meilleure des nouvelles. Mais pourtant, il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. C'est, ok, alors pourquoi ma génération, elle souffre autant d'anxiété, autant de pathologie mentale, autant de burn-out, de dépression? Pourquoi est-ce que tout le monde veut de l'argent, veut être riche? Pourquoi est-ce que on est aussi pris justement dans toute cette ambition, dans cette volonté de réussite, Pourquoi? Alors, je ne peux pas répondre à tous les pourquoi, mais dans ce que tu as dit, il y a des trucs hyper intéressants. Votre génération, par rapport à la mienne et par rapport à celle d'avant, vous voyez vraiment l'argent comme un moyen de vous mettre à l'abri. Et finalement, réussir au niveau de l'argent, c'est un moyen d'assurer. Et une fois qu'on aura réussi, c'est bon, c'est tranquille. Donc en fait, la course à l'argent, vous n'êtes pas du tout illusionné. Enfin, je dis vous, c'est une sociologie à 2 balles, hein, ça se trouve, il y a plein de jeunes qui le sont, mais en grande majorité, on voit bien que vous n'êtes pas dans la perspective de on bâtit un empire financier, on bâtit un truc comme ça, etc. Non, il faut qu'on ait notre million pour pouvoir être tranquille. Et que l'argent soit plus une question et qu'on puisse vivre, en fait. Qu'on puisse faire enfin ce qu'on veut. Et donc, la place de l'argent, elle est là-dedans. L'anxiété qui vient, alors, bon, c'est multifactoriel. Je suis un peu marxiste à ce niveau-là. Je pense vraiment que il y a un contexte culturel qui est hyper anxiogène, qui est lié à l'info en continu. C'est-à-dire qu'en permanence, on est au courant de trucs qu'on ne peut pas gérer. C'est quand même, toi qui es en études de psycho, tu comprends bien, mais en gros, on n'est pas adapté à l'info qu'on est en train de nous donner. C'est-à-dire que toi, étudiant, je sais pas, en biologie, tu te prends dans la tronche le fait qu'il y a une guerre qui fait tant de morts dans un pays d'Europe ou dans un pays, pas d'Europe, mais un pays aux frontières de l'Europe ou dans un pays au Moyen-Orient. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Et donc, en gros, ça provoque quoi? Un problème avec une incapacité d'y répondre. Donc énormément d'anxiété, énormément d'angoisse.
à côté de ça, on vous met une pression de malade, c'est-à-dire qu'on projette sur vous des anxiétés que vous n'avez pas. Moi, je suis frappé, par exemple, pour Parcoursup. C'est-à-dire, tu discutes avec un gars en terminale, non, parce que ça commence en troisième. Tu discutes avec un gars en troisième, il s'en fout de ce qu'il veut faire. Il n'en a rien à péter. Hein. Vraiment, c'est pas du tout ses problématiques. Voilà. Pour autant, tu as une batterie d'adultes qui vont projeter sur lui énormément d'inquiétudes là-dessus. En disant, alors, avec des termes, tu sais, faut penser aux débouchés. Débouchés, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais c'est aberrant. C'est vrai. On te dit, en psycho, il n'y a pas de débouché. Mais ta gueule, c'est pas une affaire de débouché. C'est-à-dire, fais ce que tu as dans les tripes. Et puis, si tu ne trouves pas du boulot à cet endroit-là, tu iras ailleurs. Mais c'est pas du tout ça. Et on te parle dans ce genre de trucs, attention, moi je suis frappé, dès Parcoursup, on apprend aux jeunes à mentir. Ouais. On leur apprend à dire des trucs qui sont faux, à se présenter de manière... Mais non, t'as rien à prouver. On est en train justement de te proposer des études. C'est bien pour que tu puisses apprendre des trucs. Nous dis pas, je sais déjà en fait. Oui, mais malheureusement, justement, il faut qu'on se plie au système, dans le sens où on est tellement considérés comme des chiffres sur Parcoursup, parce qu'en fait, c'est que des notes, hein, on va dire les lettres de motivation, personne les lit, enfin, quasiment personne les lit. Ouais. Mais c'est fou, en fait, et si on se plie pas au système, justement, si on est philosophe à ce moment-là... Ah non, mais là, t'es fini, t'es mort. Bah ouais. Mais bien sûr, t'auras rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mais justement, c'est là où il y a une... philosophiquement, c'est très important. Il ne faut pas faire porter sur l'individu la responsabilité d'une infrastructure et d'une superstructure idéologique, d'une infrastructure économique et d'une superstructure idéologique. En gros, plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas responsable du cadre sociétal dans lequel tu évolues. Par contre, il faut que tu en aies conscience de ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui disent « Mais regardez, il faut arrêter d'acheter sur Amazon parce que vu tout ce qu'ils font à côté, eh bien on cautionne ce qu'ils sont en train de faire. » Non, tu cautionnes pas. Tu cautionnes pas. Mais par contre, si tu n'as pas d'autre choix que, pour tout un tas de raisons, d'acheter sur Amazon, ben, tu vas acheter sur Amazon. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils font avec ton argent. Et c'est la même chose dans le contexte économique. Tu n'es pas responsable du fait de devoir choisir sur Parcoursup. Mais par contre, libère-toi de la pression que ça exerce sur toi. Le nombre d'étudiants qui, leur première année d'études, s'ils se disent c'est pas ça, ils vont, par exemple, ils ont choisi droit, ils vont en fac de droit, par exemple, ils vont en fac de droit et ils se rendent compte, souvent ça se passe dès les 3 premières semaines, hein. Dès les 3 premières semaines, ils se disent oh là, c'est pas du tout fait pour moi. Eh bien, ils ont l'impression d'avoir raté quelque chose, de perdre leur temps, etc. Mais non, c'est super. T'es allé à un endroit, tu pensais que c'était là, c'est pas là. Fais autre chose. Et c'est pas grave. Et en fait, tu vois, c'est à ça que sert un peu la philosophie, une espèce de prise de recul, où tu dis non, on est en train de me dire que c'est grave, regardons objectivement, est-ce que c'est grave? Je me souviens de certains jeunes, je leur disais, mais réfléchissez plutôt à ce que vous voudriez faire les 3 prochaines années. Ne fantasmez pas quelque chose quand ils me disent mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux faire les 3 prochaines années? Ils me disent mais moi j'aimerais bien être, je sais pas, policier, être avocat, être agriculteur, être machin. Mais tout ça c'est des fantasmes que tu es en train de te faire d'un métier qui, ça se trouve, dans 5 ans seront plus du tout les mêmes. Donc pense plutôt les 3 prochaines années, il faut que je fasse quoi? Et alors là tu dis ça et tu te prends la vague des inquiets, des parents, des politiques, des tout ce que tu veux, qui te disent mais vous êtes irresponsable de dire des trucs pareils, mais ça va pas, mais attendez, mais ça va pas, principe de réalité, il faut le distinguer du principe de plaisir et compagnie. Mais non, mais réellement c'est ça notre monde en fait. Parle au graphiste de l'arrivée de l'IA. Le gars il s'est tapé 6 ans d'études et en fait il se rend compte qu'il y a un outil qui maintenant peut faire ce qu'il est capable de faire au bout de 6 ans d'études en un quart d'heure. Exact. Bah ouais. Et comment on fait maintenant aujourd'hui avec notre génération où justement l'IA elle se développe de plus en plus vite et du coup on est engagé pour, je sais pas, des études de 3 ans, 5 ans et si au milieu on voit mais en fait mon métier vient littéralement d'être supprimé par l'IA, mais je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, alors dis-toi que c'est la même chose qui se passe au moment où on invente le moteur à vapeur par rapport au coursier à cheval. Tu vois, les gars qui avaient bâti tout leur commerce et tout leur métier sur le soin du cheval, sur le soin du machin, etc. On leur dit non mais c'est bon, on a la locomotive, ça va plus vite. Bon, bah en fait, et l'apprenti qui est là avec son maître à essayer d'apprendre le cheval, enfin d'apprendre comment gérer un cheval, etc. Il vit la même chose que nous on vit à échelle, mais beaucoup plus grande, parce que c'est une révolution qui est encore plus grande.
Voilà. L'IA, elle va poser je pense, un autre problème, c'est ce que nous ferons. En fait, pardon, les êtres humains, ils ont une particularité. Ce que tu fais, ça te change. Plus tu fais quelque chose, plus ça vient de disposer d'une certaine manière. C'est une loi. Voilà. Plus tu regardes telle vidéo, plus tu vas être disposé neurologiquement à réagir à telle vidéo. Plus tu vas faire tel geste, on le voit bien dans l'apprentissage des gestes techniques d'artisans, plus tu vas les faire, plus ton cerveau est capable de le reproduire de manière précise, ajustée, etc. L'IA, l'utilisation de l'IA, certes, elle va t'augmenter la rentabilité, c'est-à-dire que ça va être génial, tu vas pouvoir, je sais pas, produire des images, des films, des trucs comme ça en 2 secondes et tout ça, produire des résultats comptables, etc. Oui, mais toi, tu ne te seras pas disposé. Tu seras disposé à autre chose. Et donc maintenant, les êtres humains ont le choix. Soit tu viens te disposer toi, soit tu t'en fous et tu laisses à l'IA le fait de le faire. Ça va être au choix de chacun. Mais est-ce que j'ai l'impression que les technologies peuvent avoir énormément d'avantages, mais pourtant j'ai l'impression que notre génération, elle devient un peu plus perdue que jamais, dans le sens où en fait on ne sait plus vraiment ce que c'est le bonheur, on ne sait plus comment le construire, on ne sait plus comment on est nous-mêmes, comment savoir si on est nous-mêmes, comment savoir sur quel chemin on peut aller pour aller vers la personne qu'on veut être. Vraiment cette question du bonheur, j'ai l'impression que même avec la question de l'argent, même si on se dit bon bah faut que j'ai 1 million pour mettre la famille à l'abri, je connais aucune personne qui a une obsession à l'argent et heureux, ou même les riches en fait qui ont littéralement déjà l'argent. Enfin, en ce moment, j'en vois très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent vraiment dire bah en fait moi je suis heureuse quoi. Je vais te donner c'est une pépite. Une pépite philosophique. Et dès lors que tu l'as compris, en fait, ça change tout dans ta vie, mais sauf que la plupart du temps, on s'en fout. C'est pourtant c'est sur la question du bonheur. C'est Aristote qui déterre cette pépite. Il dit que le bonheur, ça n'est pas un état. C'est pas un état. Le bonheur, c'est une activité. Dès lors que tu as compris ça, mais tout change. Tout le monde cherche à être heureux, à éprouver un état de bonheur, un état de tranquillité, un état de plaisir. On cherche tous à éprouver ça. Sauf que Aristote, il dit, mais tout ce que vous cherchez à éprouver, c'est les conséquences du bonheur. C'est pas le bonheur. Et vous vous plantez en considérant que vous devez viser les conséquences du bonheur. C'est pas ça que vous devez viser. Vous devez trouver l'activité qui vous réalise. Et dès lors que vous avez trouvé l'activité qui vous réalise, vous serez heureux. Pardon. Vous éprouverez les conséquences que vous cherchez et que vous appelez bonheur, en fait. Et tu vois, une fois que tu as compris ça, mais tout revient à sa place. Et tu vas le voir, tu l'as expérimenté. Quand tu es un enfant, t'es pas heureux après la cour de récréation. T'es pas heureux avant, t'es pas dans l'anticipation de la cour de récréation. C'est pendant la cour de récréation que tu éprouves une joie. Enfin, quand tu essaies de t'en souvenir, tu te dis, mais c'était fou, ces moments où ça durait 20 minutes, j'ai l'impression que ça durait 3h30, en même temps que ça passait en 5 secondes. C'était vraiment un moment magique, hors du temps, où finalement, mais parce que tu étais dans l'activité. Et une activité qui était conforme à ce que tu étais. Et tu vas voir, il y a certaines personnes qui vont te dire, mais quand j'ai fait telle activité, mais c'était évident. En fait, j'étais à ma place. Je faisais quelque chose qui était réellement ce pourquoi j'étais fait. C'est ça le bonheur. Et en fait, comme on n'arrête pas de vous vendre, quand je dis complotisme, voilà, on s'en fout, voilà, bref. Comme on n'arrête pas de vous vendre un bonheur qui est dans la sécurité de l'argent, qui est dans le plaisir immédiat, qui est dans l'excitation permanente, qui est dans les micro-dopamines que nous donne le scroll et compagnie, et voilà, et ben en fait, on perd de vue notre activité et la recherche de cette activité. Et parfois, il y a des personnes qui vont passer leur vie à chercher cette activité. Et comment on la trouve cette activité? Mais en faisant. En faisant. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on pense que c'est dans notre canapé qu'on va réussir à se dire finalement, mais quelle est l'activité qui me réalise le plus? Mais va la faire. Va la faire parce que tu vas bien te rendre compte que même parfois, il y a un principe de réalité, tu pensais que ça te convenait, ça ne te convient pas du tout. Tu t'étais illusionné, tu t'étais fantasmé toi-même dans une position idéale, mais non, c'est pas ça qui te convient. Le moment où tu es le plus heureux, c'est bizarrement dans cette activité-là, et c'est absurde. Et tu vois, il y a des équilibres étonnants, tu découvres des trucs, des gens qui sont hyper intelligents, rationnels, etc., mais qui vont te dire, mais moi c'est dans le jardinage que je me réalise, ou alors Je me rappelle, j'avais posé cette question-là à des gens,
Si vous aviez une baguette magique, vous pouvez tout avoir. Vous occupez comment votre journée? Vous n'avez pas besoin d'argent, pas besoin de plaisir. Vous faites quoi avec votre journée? Et c'était des gars, c'était des éducateurs spécialisés. Et il y en avait un qui avait levé le doigt et qui m'avait dit moi, je pense que je ferai un élevage de labrador. C'est fou, c'est super niche. C'était super niche, excellent. Mais c'était super précis, tu vois. Mais Je l'ai carrément fait exprès. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'était hyper précis. Et en fait, tout le monde s'est un peu marré autour, tu vois. Ils se sont dit. Il y en a une qui a posé la question, qui a dit mais pourquoi? Et il a dit parce que j'adore les labradors. Point. Il adorait prendre soin des labradors. Tu vois, par exemple, si l'activité serait le jardinage, ouais. Comment est-ce que tu vas gagner ta vie en faisant du jardinage? Mais parce que tu veux être heureux en gagnant ta vie, toi. Tu te rends compte l'impératif qu'on t'a dit? On t'a dit, alors, il faut que ce par quoi tu gagnes de l'argent, ça doit être ce qui te rend heureux. Mais pas vraiment. C'est pas obligatoire. Et ça, tu vois, c'est une découverte qu'il faut aussi avoir. C'est-à-dire que tu as besoin de thunes, très bien. Si tu as besoin pendant un temps de gagner énormément d'argent et de sacrifier ce temps-là pour après pouvoir avoir une activité qui te rend heureux, eh ben sacrifie ce temps-là. Et c'est pas drôle, mais il va falloir le faire. Si par contre tu te dis, je vais essayer de lier ma passion à mon travail, de plus en plus, votre génération, vous vous rendez bien compte que c'est des conneries, cette affaire. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, il y a très peu de travail qui correspondent à la passion que tu vas avoir. Oui. Et ça ne concerne qu'une classe privilégiée. Oui. Donc, en fait, la majorité des gens, même une personne qui va te dire je vais être psychologue, quand elle va devoir faire sa compta, ses déclarations URSSAF et compagnie, elle va te dire non mais ça me casse les couilles, c'est pas la partie de mon travail qui me rend heureux, quoi. Oui, mais c'est ton travail, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent. Un métier passion, c'est une chance, mais c'est une chance assez occasionnelle et assez exceptionnelle. Et ça, tu vois, c'est un peu difficile à entendre. Et alors, je comprends pas, j'ai l'impression justement qu'on se contredit. Est-ce qu'on doit faire notre passion et en fait l'argent va être une conséquence de cette passion? Ou est-ce qu'il faut accepter qu'en fait notre travail ce sera pas notre passion, il faut continuer? Les deux, en fait. C'est les deux. Ça peut être les deux, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, philosophe, ça n'est pas un métier. D'accord? Pourtant, moi, c'est ce qui m'anime. C'est vraiment quelque chose, ça anime toute ma vie. Voilà. Bon, à côté de ça, il faut que j'ai un métier qui me permette de vivre, de survivre même parfois. Il faut que je trouve un métier qui soit pas trop loin de ma passion. C'est un choix que j'ai fait. Donc enseigner la philo, voilà. Mais quand tu enseignes la philo, t'es pas forcément philosophe. C'est-à-dire que tu enseignes la philo. Et même parfois, il y a certains cours où tu ne te sens pas du tout philosophe parce que tu fais en pilote automatique et tu n'es pas du tout présent à la contemplation et à ce qui se passe, tu vois. Tu prends un Spinoza, je crois que c'est Spinoza, lui il s'était dit, moi je veux être philosophe, mais je veux gagner de la thune, donc je vais faire des lunettes de télescope. Et il taillait du verre. Il enseignait pas du tout la philo. Tu regardes un gars qui a traduit Aristote du grec, qui s'appelle Tricot, qui est une des traductions les meilleures qui existent. Voilà. Il était postier, agent de la SNCF. Tu vois, c'est-à-dire que... et tu regardes, ça c'était un truc que nos grands-parents savaient. Quand tu leur poses la question et que tu leur dis, mais moi je veux un métier qui me réalise, ils comprennent même pas de quoi tu parles. Ils se disent, mais le métier qui se réalise, mais on s'en fout. Prends un métier qui te prend le moins de temps et qui te fait gagner le plus pour pouvoir te permettre de vivre à côté. Tu vois, et ça, après, comme tu l'as dit, il faut qu'on recherche quand même des activités, parce que si ça te prend 10 heures par jour, mon pauvre, tu vas finir en burn-out en fait. Si tu fais une activité où tu es malheureux et il te reste que 2 heures où tu es crevé pour faire réellement ce qui te plaît, mais non, mais arrête, c'est pas possible. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'a fait cette personne? Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a des décisions à prendre qui supposent une grande liberté et qui sont très difficiles. Et parfois, malheureusement, on se met dans des situations très compliquées dans notre vie. Je pense, par exemple, tu vois, à des mères célibataires. Pour moi, c'est une situation sociale très précaire et très difficile. Mère célibataire, c'est-à-dire que la personne doit élever un enfant, doit l'éduquer, et en même temps, elle doit assurer financièrement. Sauf que assurer financièrement, souvent, si elle est mère célibataire, parfois, enfin pas souvent, mais il y a quand même beaucoup de stats qui montrent ça, elle l'a eu jeune.
comme elle l'a eu jeune, elle n'a pas la possibilité d'avoir les études qu'elle voulait faire. Elle a dû aller très vite dans la professionnalisation. Parfois, il y a un isolement social de ces personnes, en raison de la famille, de tout ça, etc. Donc, c'est des personnes qui se retrouvent avec des situations où, quand tu leur parles du métier bonheur, elles vont te dire, mais désolé, en fait, t'es gentil, mais moi, j'ai mon enfant à nourrir. Je penserai d'abord à lui, et puis ensuite, je penserai à moi. Et ça, tu vois, c'est un principe de réalité. Et donc, est-ce qu'elle doit accepter que jamais dans sa vie elle sera heureuse? Pas jamais, non, pas jamais. C'est un choix qu'elle fait. Hein. Et donc tu peux te mettre à assumer ce choix complètement. Hein. Mais en tout cas, c'est une vie qui sera moins simple que d'autres. Ça, c'est évident. Donc, tu dirais que le bonheur aujourd'hui, c'est vraiment une activité et qu'il faut tout faire pour trouver cette activité Ouais. aujourd'hui. Ok. Ouais. Et tu trouves pas aussi que les relations sociales viennent contribuer énormément au bonheur aussi? Ah bah si. L'amitié, l'amour, Ah, et j'ai carrément. l'impression que ça se perd. Paradoxalement, aujourd'hui, on a plein d'applis de rencontres, etc. J'ai l'impression qu'en fait, on sait même plus investir dans les relations homme-femme, parce qu'en fait, on a le paradoxe du choix. Donc, c'est la personne, elle a ce qu'on appelle aujourd'hui un hic. Je sais pas si tu en as déjà Non, entendu mais j'ai parler. vu que t'as fait une vidéo sur ça. Voilà. Sur Et le fait ben, que- c'est bon, ça y est, la personne, elle a un hic, bah ça dégage, je passe à l'autre personne, comme s'il y avait une queue, en fait, de personnes, et je fais, ok, vas-y, non, Tu non, fais c'est ton bon, marché, bien sûr. tu fais ton marché, et en fait, on sait plus investir dans les personnes, on prend plus le potentiel devant nous. Toi, du coup, qui est dans la génération avant nous, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves ça aberrant? Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des avantages? Est-ce que tu penses qu'on sait même plus ce que c'est l'amour? Comment est-ce qu'on sait s'il y a une bonne personne? Enfin, Alors, moi, je trouve ça génial parce qu'on a on a tout dit dès le nom de la réalité dont tu parles, savoir application de rencontre. C'est des applications de rencontre. C'est pas des applications de relation. Et c'est une grande différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application de relation. C'est des applications de rencontre. La rencontre, c'est très singulier, c'est que c'est ponctuel, ça va durer peu de temps, et après la rencontre, il y aura la relation. Et je vais dire, si tout ne pouvait être que rencontre, on serait hyper content. Ce serait super, il n'y aurait aucun investissement, aucun acte, aucune activité à poser. On serait que dans l'état de la rencontre. Oui, mais le bonheur, c'est pas un état, c'est une activité. Et donc, résultat, le bonheur ne se trouve que dans la relation et pas dans la rencontre. C'est-à-dire que tu peux avoir une superbe rencontre avec un pervers narcissique ou avec une perverse narcissique. Et donc, c'est pas la rencontre qui va t'aider à arriver à être dans le bonheur de la relation. Comme tu dis, on a un phénomène de marché. C'est terrible ce phénomène de marché parce qu'en plus, il est à géométrie variable. En gros, et à géométrie variable en fonction du sexe. C'est-à-dire que plus une femme est jeune, plus elle a le choix. Plus elle va avancer en âge, moins elle va avoir le choix. C'est inversement proportionnel pour les hommes. Au tout début, peu de choix, et puis il va avancer, il va arriver à un sommet, il aura vachement de choix. Et donc finalement, en fait, c'est désespérant pour les deux, puisque à aucun moment ils vont se rencontrer, si ce n'est à un âge à peu près comme ça, mais souvent c'est un âge où justement il y a l'espérance de l'après qui va nous empêcher de nous engager. En fait, ce qu'on a, je pense, oublié, c'est que la relation amoureuse, c'est dans le genre des relations d'amitié. Ce sont des relations d'amitié. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'amitié? La relation d'amitié, c'est un amour de mutuelle bienveillance. On se veut mutuellement du bien. Et comme on se veut mutuellement du bien, eh bien, on va et qu'on voit l'autre comme un bien. Donc il y a ces deux choses. Hein. L'autre est un bien. On est émerveillé, on passe un temps génial avec la personne, etc. Mais en plus, on veut du bien à l'autre. On veut son bien véritable. Et la relation amoureuse, elle s'inscrit là-dedans. Je veux dire, en prenant la totalité de nos dimensions. La dimension affective, la dimension historique, la dimension même de fécondité parfois. Enfin, je veux dire, il y a tout de notre personne qui est investi dans cette relation d'amitié. Comme aujourd'hui on refuse la relation d'amitié, on ne se dit pas que la relation amoureuse c'est une relation d'amitié, on se dit non, je préfère la rencontre. Et ben, en fait, on perd de vue le bonheur dans la relation et dans la relation amoureuse. Et donc on n'y croit plus. Et donc il y a une espèce de désespoir qui commence à arriver sur les relations, où on se dit bah, finalement, en fait, autant juste se faire du bien. Oui, très bien. Bah, gardons les applis de rencontre et appelons réellement ce que c'est. Ce sont des applications qui permettent à deux personnes de pouvoir coucher ensemble.
Mais alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux camps parce qu'il y a un camp et j'ai l'impression que c'est vraiment une infime partie de la population, j'en ai rencontré rarement des gens comme ça, qui disent oui, il faut avoir cet aspect d'amitié parce que ça garantit en quelque sorte la durée et la qualité. Donc la quantité et la qualité, parce qu'une relation amoureuse, ça doit se baser sur l'amitié, parce que justement, on prend toutes les dimensions en compte, on veut du bien à l'autre personne, etc. J'ai l'impression que la grande majorité du reste Mm. estime que bah non, en fait, une relation d'amitié, c'est que de l'amitié, mais qu'il faut justement la passion, le désir mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils mettent un peu en avant. Il faut avoir ça et après l'amitié si on a de la chance. Mais du coup, comment faire la distinction entre vraiment une relation d'amitié et une relation amoureuse? Non, mais en fait, bon, je vais être très, très, Fais donc. très bourrin. Mais bon, la relation amoureuse, c'est un discernement. C'est-à-dire que tu dois discerner quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, si cette personne, tu es capable de passer du temps avec elle. Tu es capable de passer un long temps avec elle. Tu es capable de vivre quelque chose avec elle. Et en fait, ça, je veux dire, c'est un discernement que très peu de gens ont. Et ils ne se disent pas, on va essayer de voir si cette personne a suffisamment de skills, si on peut dire ça comme ça, pour vivre avec moi, pour passer du temps avec moi. Et donc on est d'abord plutôt sur l'aspect du ressenti. C'est super le ressenti. Oui, mais si en fait la personne n'a pas les compétences pour me supporter, la première étape, hein, première compétence, me supporter. Deuxième compétence, me tirer vers le haut. Troisième compétence, être capable de supporter mon action à moi pour elle. Bah, tu vois, ça c'est un vrai discernement que tu ne peux faire que dans le cadre d'une relation dite d'amitié. Ce qui fait peur aux gens quand tu leur dis la relation amoureuse c'est d'abord une relation d'amitié. Ils se disent mais ça va durer un temps fou. C'est-à-dire qu'il faut être ami avant d'être amoureux. Oui, surtout que des sentiments, ça se contrôle pas, donc on peut pas forcément considérer la personne comme En une... plus, mais en fait, il faut bien se rendre compte, tu peux commencer dès le début par être amoureux de la personne et développer une amitié avec elle. Ça n'est pas exclu. C'est-à-dire que ça peut tout à fait se travailler en même temps, en fait. Et clairement, normalement, la personne dont tu es amoureux devient ta meilleure pote. Normalement. C'est le schéma normal. Alors les gens n'aiment pas, ils se disent non, non, mais j'ai mes meilleurs amis, et puis j'ai mon conjoint, ma partenaire, mon partenaire. Oui, d'accord, très bien, tu as des meilleurs amis, c'est super. On ne dit pas qu'il fallait avoir qu'un meilleur ami, ou machin, c'est très enfantin de penser comme ça. Mais l'autre est quand même un sacré bon ami. Sacré bon ami, et plus tu vas aller dans l'amitié, c'est-à-dire plus tu vas aller dans la vérité du bien avec elle, plus tu vas être capable d'être toi-même, plus tu vas être capable de montrer tes failles, de partager des choses où le sentiment, on va dire, est assez anecdotique en fait dans ce genre de truc. Et comme tu l'as dit très bien, hein, c'est que le sentiment, il va, il vient. Dans la vie d'un couple, de toute manière, c'est par espèce de vague. Alors, certaines personnes qui fantasment un peu le truc disent l'amour va toujours s'approfondissant. Non, ça c'est pas vrai, l'amour va pas s'approfondissant. L'amour, ce qui se passe, ou la relation amicale, ce qui se passe, c'est que souvent elle franchit des caps. Et ces caps, très souvent, bah, il y a des petites étapes qui sont parfois un peu difficiles parce qu'elles supposent de se réajuster, soit parce qu'on a fantasmé l'autre et résultat, il y a ce fantasme qui se délite. L'autre n'est pas aussi bien que ce que je pensais. Soit on a fantasmé la vie avec l'autre, on se rend compte que cette vie-là, c'était pas celle qu'on avait choisie à la base ou qu'on avait idéalisée, et ce sera des choix répétés d'amour. Est-ce que malgré le fait que l'autre m'apparaît plus comme aussi bien que ce que je pensais, est-ce que je l'aime quand même? Et c'est à ce moment-là que l'amitié arrive. Et comment faire la distinction entre passion et amour? L'amour, c'est un choix volontaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que tu choisisses la personne. Donc l'amour, ce serait plus rationnel? Ah bien sûr. C'est vrai? Ah ouais, bien sûr. Mais attends, moi ça me fait marrer. Les gens qui me parlent du mariage, de l'engagement, des trucs comme ça. Mais j'espère que c'est pas par la passion qu'ils se destinent à ça. Mais sinon, c'est la catastrophe en fait. Pareil, il y a des gens qui disent voilà, moi j'ai le sentiment, j'aimerais bien avoir des enfants. Mais ta gueule! Qu'est-ce qu'on s'en fout que de tes envies? On ne parle pas d'un cornet de glace, on ne parle pas d'un truc comme ça. Ouais. C'est un choix volontaire, c'est un choix rationnel. Est-ce que je suis prêt à accueillir un enfant et à l'élever et à l'aimer toute ma vie?
c'est autre chose, tu vois. Et elle est aimée toute ma vie, parce que bon, la relation amoureuse, on ne sait plus trop si c'est toute la vie, etc. Mais l'enfant, on se dit si, c'est pour toute la vie. Et on pense qu'à partir du moment où il sera majeur, il se débrouillera tout seul, ma cache, mais pas du tout. C'est-à-dire, tu auras toujours besoin de tes parents. Mais imaginons, rationnellement, il y a une personne qui vraiment coche toutes les cases, mais vraiment parfaite pour avoir toute une relation longue, parents, etc. Magnifique. Mais qui n'a pas les sentiments derrière. Ah bah non. C'est compliqué. Comment faire la balance entre sentiments, rationalité ouais, non, mais en fait, je te dis bah non, c'est très rapide. Il faut arriver à discerner. C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne qui a un problème avec sa vie sentimentale? C'est-à-dire, est-ce que ça peut arriver, des personnes qui ont vécu des expériences de couple qui ont très mal fini et qui les ont laissées à la limite du trauma, tu vois. Voilà, le cerveau a enregistré que, ok, on n'écoute plus jamais la partie passionnelle, et donc, on verrouille et c'est plus accessible. C'est possible. Et donc, dans ces cas-là, il faut trouver un autre biais pour arriver à déclencher. Bah, tu connais, enfin, tu vas contourner les zones de résistance, les blocages, etc. Bon, ça, c'est un discernement à avoir. C'est-à-dire que si la personne n'éprouve plus aucun sentiment pour aucune personne, faut se poser la question. Tu vois, faut se dire, il y a peut-être un souci. Si la personne, par contre, se dit, mais une personne coche toutes les cases, mais il n'y a rien. Bon, bah, il n'y a rien. Hein. Ce sera un très bon ami, ou une très bonne amie, mais ce ne sera pas un partenaire. Et donc, prenons deux cas de figure. Imaginons, il y a deux personnes qui ont commencé une très très belle amitié. Vraiment, des deux côtés, il n'y a pas de sentiment amoureux, pas de passion, ni rien. Vraiment, très belle amitié. Est-ce que sur le temps et sur les années, ça peut changer? Enfin, je trouve ça quand même assez bizarre qu'une amitié puisse, d'un coup comme ça, changer des deux côtés en plus. C'est quand même bizarre. Muter en relation amoureuse, tu veux dire? Et juste le deuxième cas, imaginons on a deux personnes qui savent qu'elles se plaisent, qu'il y a de la passion, etc. Mais qu'elles se disent, bah, faudrait qu'elles se disent quoi? Bah non, en fait, viens, on essaie d'être amis d'abord et après on voit. Tu vois, c'est un peu ça les deux cas, tu vois. Friendzoner directement, c'est terminé. Non, en fait, bon, d'abord le premier cas de figure. Des amis très proches, il y a forcément un moment où l'un ou l'autre va se dire est-ce qu'il y a quelque chose? Le problème, c'est quand ça se fait pas en même temps. Et ça se fait jamais en même temps. Et ça se fait rarement en même temps, on va pas se mentir. C'est rarement en même temps que ça va se passer, c'est normal. Bon, une fois que tu sais ça, qu'il y a cette possibilité, il y a cette tension, il y a voilà, ce genre de truc. Il va falloir poser un choix un peu rationnel, c'est-à-dire de dire, bon, en fait, je ne m'imagine pas ma vie sans cette personne. Et je n'imagine pas autre chose avec cette personne. Parfois, tu vois, il y a même aussi des amitiés où on ne s'autorise pas à éprouver des sentiments. On se dit, mais j'aime tellement la personne que je ne voudrais pas gâcher en fait, cette amitié-là en laissant libre cours à la vie passionnelle qui me dit, mais en fait, voilà. Là, il va falloir être malin, hein, c'est-à-dire, il va falloir accepter d'oser se poser la question. C'est contre-intuitif. C'est ce qu'un philosophe va te dire, donc résultat, la société ne te dira jamais ça. Mais il va falloir un moment que les deux discutent et se posent réellement la question. Tu vois, et ça ne change rien à leur amitié. Tu vois, ça changera quelque chose s'il y en a un qui dit « mais moi je suis carrément partant » et l'autre dit « moi c'est bah mort ». Bah oui, mais c'est ce qui va arriver du coup. Oui, mais dans ces cas-là, Aristote va dire très clairement, hein, c'est-à-dire que le bien n'est plus le même. On vit plus le même bien. Donc résultat, en fait, l'amitié va malheureusement s'en aller. Ce qu'on pensait être l'amitié absolue, agapée, tout ça, c'était en fait une amitié utilitaire un peu. Non, pas du tout. Faut pas jeter de. Non, c'est juste que très souvent, l'amitié c'est dynamique. Donc c'est-à-dire que on évolue ensemble en partageant le même bien. Très souvent, on commence par devenir potes et on se fait plaisir, on est très content d'être ensemble, etc. Les potes de fac, d'école, etc. Ensuite, on se rend compte que ma vie sans l'autre, elle est quand même moins drôle. Donc on est utile mutuellement à notre bonheur. Et puis après, on se rend compte que mais la vache, en fait, son malheur, ça m'affecte et son bonheur, ça m'affecte. Et donc là, voilà. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir un petit cap où là, la personne va se dire mais en plus, ouais, j'ai envie de m'unir à ce bien hein, et de partager sa vie. Et alors là, à ce moment-là, ça peut décoller, tu vois, dans la relation amoureuse. Donc ça, c'est dans le premier cas. Dans le cas où il y a de la passion, un truc comme ça, mais ralenti Ouistiti, soyons amis avant, etc. Non. Non. Mais tu peux pas. En fait, ce serait être tyrannique avec sa vie passionnelle.
je cite à nouveau Aristote parce que dans l'éthique à Nicomaque, il est juste, mais un génie. Il dit, avec notre corps, on a un gouvernement despotique. C'est-à-dire que tu dis, je lève le bras gauche, hop, tu lèves le bras gauche, c'est bon, super, ça lève le bras gauche. Ton corps n'a pas le choix. Avec ta vie émotionnelle, tu dois avoir un gouvernement politique. C'est-à-dire accueillir tes émotions, les écouter, voilà. Si tu commences à dire à ton émotion, tu m'obéis comme mon corps m'obéit, c'est-à-dire on arrête d'être amoureux, on arrête d'être en colère, on arrête d'être triste, mais tu te brises en fait. Et donc, quand tu éprouves, que les deux éprouvent un sentiment amoureux, c'est un signe de quelque chose, c'est super. Et donc en avant, on commence la relation. Par contre, et ça, toute la philosophie va le dire, on ne le fait pas de manière irrationnelle. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à dire, puisque la passion a dit que, ça veut dire que c'est vrai. On va dire, la passion nous dit une information, c'est génial. Bon, très bien. Comment on agit avec ? Et c'est pour ça, tu vois, moi j'aime bien les personnes qui se disent, très bien, on est très amoureux, on est très passionné, on n'a qu'une seule envie, c'est de l'exprimer avec nos corps, etc. Et bien prenons le temps, faisons des petites étapes en fait dans ces démonstrations affectives corporelles. Pour voir en fait jusqu'où ça nous amène, jusqu'où ça nous fait réfléchir, jusqu'où tout ça. Mais il ne faut pas attendre un an en se disant ah, on va attendre un an parce que voilà. Non, non, il y a une évidence à un moment. Mm. Ok, et par rapport justement à cette composante d'amitié, c'est paradoxal, mais même avec toutes les applications de rencontres, les réseaux, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de se faire de vrais amis, notamment parce que j'ai une amie très proche à moi qui m'avait appelée, et en fait elle est déjà dans le monde du travail, elle a une ou deux amies à côté, mais comment faire pour se faire des amis aujourd'hui? Enfin, ça paraît tellement paradoxal que maintenant, des fois, c'est juste des potes ou des connaissances. Des amis, vraiment, des vrais amis qui sont là quand on les appelle, quand on en a vraiment besoin, ça te fait de plus en plus rare. Et j'ai l'impression que c'est une question qui touche énormément ma génération aussi aujourd'hui. Oui, alors l'amitié, ça suppose toujours une vie commune. Une véritable vie commune. Dès lors qu'on est en relation à distance, WhatsApp, Insta, Snap et compagnie, en fait, on n'est déjà plus dans une vie commune. On est dans une relation sous perfusion, tu vois. Et ça, ça nous illusionne un peu sur la question de l'amitié. Non, tu ne seras ami réellement qu'avec des gens que tu côtoies réellement, avec qui tu as une vie réelle. Tu regardes tes amis d'enfance, ils le sont, et ils ont une telle force de cette amitié. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu mais tellement de trucs ensemble. Et en fait, plus tu es seul, paradoxalement, hein, le monde du travail, comme tu dis, le monde du machin, etc., mais en fait, moins tu te fais d'amis. Et plus le temps va passer, moins tu vas te faire d'amis parce que tu partageras beaucoup moins en commun. Moi, je remarque un truc, il y a un super... parce qu'on pourrait penser que je taxe tout ce qui est relations à distance, etc., enfin que je suis très dur avec ça. Pas du tout. Moi, je vois très bien qu'on a une société qui est géniale, qui a inventé les jeux vidéo en ligne. C'est génial, c'est une vie commune. Les gens ne se rendent pas compte. Il n'y a que des personnes qui sont en LAN ensemble, ils jouent ensemble à se tuer, à se faire peur, tout ce que tu veux. Non, mais enfin, c'est toujours des trucs comme ça. Et ben en fait, ils vivent quelque chose. Ils ne sont pas juste assis à un café en train de discuter d'un truc. Les retrouvailles, tu vois, les retrouvailles, c'est cool, hein, mais à un moment, il faut faire des choses ensemble. Et tu veux te faire des amis, vis des trucs ensemble. Et je vois, il y a plein d'initiatives qui se font de plus en plus, où tu as des gens qui partent pour faire un road trip avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Road trip, qu'est-ce que je raconte road trip, c'est en voiture, en marche, quoi, enfin, qui partent marcher en randonnée. Ah, en backpack Ouais, exactement, ouais, okay. Ouais, c'est ça. Et avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils se donnent rendez-vous, et puis là, ils sont partis pour 4 jours ensemble. Et ils vivent quelque chose. Et bizarrement, il y a des amitiés qui se créent à cet endroit-là. Les applis de rencontre, tu dis, voilà, ce que j'ai pu dire avant sur les applis de rencontre, la rencontre, etc. Oui, mais parfois, ça permet de vivre des trucs ensemble. De vivre des trucs un peu drôles, on se retrouve à tel endroit, voilà. Le cœur de l'amitié, c'est la vie ensemble. Plus on est dans une vie individualiste, moins il y a d'amitié. Et bon, il y a une civilisation qui nous dévoile un petit peu vers où on se dirige, c'est la civilisation japonaise. Les Japonais, ils ont accepté le fait que la vie en solitaire est préférable. Et donc, ils ont des vies d'ermites, très drôles, hein, vie d'ermite. Ils ont des relations professionnelles, mais la majorité de ce qu'ils veulent vivre se passe seul. Ce qui irait en contradiction avec Aristote, qui dit que l'homme est un animal social.
En fait, Aristote sera très dur avec les Japonais. Si jamais ils m'écoutent, désolé les Japonais, hein, mais c'est pas mon avis, c'est Aristote. Aristote, il dit l'homme est un animal naturellement politique. S'il est tout seul, c'est soit que c'est un dieu, soit que c'est un être dégénéré. Et moi, je pencherais plutôt pour l'aspect dégénéré. C'est-à-dire, je ne crois pas trop aux ermites divins. Et pourtant, c'est drôle parce que, bon, je fais pas le lien avec Aristote, mais avec ce qu'on disait avant, mais j'ai plein d'amis, par exemple, et vraiment de très bons amis, qui du coup ne vivent plus dans la même ville que moi. Ouais. On s'appelle très rarement, mais pourtant, quand on se voit, c'est comme si rien n'avait changé. Super. Vous vivez sur un compte en banque. Vous vivez sur de l'épargne. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu avant sert pour l'instant et vous permet de dépenser encore sur ce que vous avez vécu. Tu vas voir que plus le temps va passer, plus tu vas vivre des choses dont ils seront exclus, et bien plus l'amitié risque, en fait, un moment de s'arrêter. C'est malheureux à dire, mais il y a des amitiés, c'est très difficile, hein, surtout quand tu t'es investi beaucoup dans la relation, mais il y a des amitiés qui vont mourir d'elles-mêmes. Où tu auras beau dire mais on s'aime, on a vécu tellement de choses ensemble, etc. Oui, mais c'est absolument pas une garantie du fait que les amitiés durent tout le temps. L'amour ne serait pas une garantie de ça? Et bah si tu vis pas des trucs avec la personne, non. Tu vois, Mais l'amour, c'est pas un choix rationnel, justement? Bien sûr, c'est un choix rationnel, mais il y a un moment où ce choix devient irrationnel. C'est-à-dire que si tu commences à te dire, bah voilà, j'aime quelqu'un, on se voit 2 semaines par an parce qu'il est à l'autre bout du monde et puis on passe 1 an sans se voir, mais là, tout le monde te dira, c'est complètement con. C'est complètement con. C'est-à-dire, tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal à l'autre. Si c'est temporaire, d'accord, si c'est temporaire, ça va. Mais temporaire à 2 semaines pour 1 an, non, ça le ratio n'est pas bon. Non, c'est ça l'économie, ça n'arrive pas du tout. Ouais. Ok. Si tu devais donner un conseil, un seul conseil, à un jeune de 25 ans aujourd'hui, ce serait quel? Un seul conseil à un jeune de 25 ans, sois libre. C'est pas un conseil, c'est un ordre. Et comment? Sois libre, voilà. Donc, travaille à devenir de plus en plus libre. En gros, pars du principe que ton éducation t'a pas aidé et que tu as accumulé un nombre de chaînes et de boulets sur ta vie qui sont assez conséquents. Travaille, alors parfois avec l'aide de psychologues, parfois avec l'aide de moralistes, parfois avec l'aide de... Mais travaille à retrouver ta liberté, c'est-à-dire à devenir véritablement la cause de ta propre vie. Qu'à la fin de ta vie, tu puisses assumer. Tu puisses dire, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai fait des boulettes, voilà, ça peut m'arriver, j'ai fait des erreurs et tout ça, mais au moins, c'est moi qui les ai fait. Je ne l'ai pas fait parce que on m'a demandé d'adhérer à un truc avec lequel j'étais en fait pas d'accord. Et retrouver cette liberté, c'est pour moi le gage d'une véritable humanité. Vraiment, et c'est un chantier, à 25 ans, c'est un chantier qui va être difficile, hein. Qui va être vraiment dur. C'est pour ça que j'aimerais donner ce conseil-là plus tôt. Tu vois, c'est 25 ans. 25 ans, dis-toi, bon, j'ai des petits séquelles, il va falloir que j'apprenne à reprendre la route, quoi, tu vois, à retourner dans le bon sens parce que parfois j'ai pris des directions qui n'étaient pas bonnes. Et donc retourner dans le bon sens, ce serait faire des séances de thérapie, vraiment apprendre à se connaître avec de l'introspection, Ouais, c'est et ça. vivre pour soi, aligné avec soi. Oui, aligné avec soi. Alors, faut pas tomber dans le narcissisme, hein, c'est pas ça. C'est aligné avec son bien véritable. C'est-à-dire que souvent, à 25 ans, personne ne t'a demandé de répondre à la question c'est quoi ton bien? C'est quoi ton bonheur? C'est quoi l'activité qui te réalise le plus? Et si tu le fais pas, à 25 ans, t'inquiète pas, à 40 ans, tu feras une bonne crise, ou à 50 ans, tu feras un bon burn-out. Et là, c'est la baie vitrée. Et donc c'est pour ça que je conseille aux gens, non. Ça commence par un truc, hein, chers amis, 25 ans. Tu vas mourir. Voilà. Non mais, faut se le dire comme ça. Non mais, C'est vrai, faut se le rappeler. Hein. mais faut se le On l'oublie tout le temps. Hein. En fait, c'est la première épreuve du philosophe, hein, prendre en soi-même l'idée de sa propre mort. Tu vas mourir. C'est une réalité, et ça, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu pleures, quoi que tu te roules par terre, on s'en fout. Tu vas mourir. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. C'est super drôle. C'est très marrant. C'est super drôle. Je suis mort de rire. Ouais, mais non, mais en fait, et tu vois, c'est Sénèque qui dit ça. Hein, tu commences à vivre à partir du moment où tu as compris que tu allais mourir.
Tu commences à vivre à ce moment-là. Parce que tu te dis, mais en fait, on va laisser tomber toutes les illusions, tous les trucs comme ça. Je vais mourir. Bon, ça veut dire que cette vie, il faut que je la vive. Et il faut que je la vive comment ? Selon le bien, pas selon ce qui va me rendre malheureux. Et donc voilà. Donc si, c'est 2 conseils, hein, mais essaye d'être libre et puis prends en toi l'idée de la mort. Et alors du coup, j'ai ma petite idée de la réponse que tu pourrais me donner. Mais si tu devais donner la recette du bonheur à ton enfant maintenant, ce serait quoi ? Oh, la recette du bonheur à mon enfant. Le problème, c'est que moi, j'ai des visages qui me viennent en tête maintenant. Donc, cherche ton bien. Je dirais ça à mes enfants. Recherche ton bien. Pas le bien des autres, pas le bien de la société, pas le bien de ce que moi, je pourrais dire de ce qui est bien. Parce que moi, j'aurais une vision étriquée. Recherche ton bien. Véritablement ce qui te réalise pleinement. Et l'autre conseil que je dirais, quand je te dirais de ne pas faire de conneries, c'est pas pour moi. Tu vois, et ça, moi, j'ai compris plus tard que mes parents, quand ils m'avaient dit de ne pas faire certaines conneries, c'était pas pour eux, en fait, qu'ils le disaient. C'était pour moi. C'est parce qu'il y a certaines conneries qui vont vraiment nous empêcher d'être libres, nous empêcher de nous réaliser. Donc, c'est pas une recette du bonheur. Si je te dirais, en tout cas, moi, dans l'éducation que je vais leur donner, je vais essayer de les rendre forts, tempérants, justes et prudents. Voilà, ça va être les 4, voilà. La réussite scolaire, vraiment, si c'est le truc où je ne mettrai pas l'accent dessus. Je veux d'abord les rendre capables d'être vertueux, c'est-à-dire d'être disposés à leur propre bien. Après, le reste, ils se débrouilleront, quoi. Et là, je suis très contente de te poser ma question finale que je pose à tout le monde parce que tu es justement un philosophe. Si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle ? Il y en a plusieurs qu'on pourrait emprunter à des philosophes. L'étymologie de mon prénom, François veut dire homme libre, et Myriam, qui élève. Et c'est ça que j'aimerais être. Un homme libre qui aide les autres à le devenir et à aller vers leur bien. Voilà. Donc c'est très axé philosophie morale, tu vois. Mais en gros, devenir libre par la vérité. Ça, ce serait pas mal. Ça pourrait être la vérité vous rendra libre, par exemple. J'adore. Merci beaucoup. Avec joie. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.